ne parle pas, Maître Alish et Chiraka. Maître Adrish, écoute-moi, à fleur de paume, voilà. Flaubert a écrit, entre guillemets, « Nous sommes un fil et nous voulons connaître la trame ». En sollicitant Attika, Francine, Malika, Véronique et Wardat Tambour en appui, les organisations ont associé des fils suffisamment complémentaires pour nous donner un bon aperçu de la trame. Je vais vous parler de mon père rapidement, Claude, qui est né le 8 avril 1931 dans un village de Seine-Maritime en Normandie, 5 ans de la Neuville. C'était le cadet d'une famille modeste. Il était appelé à l'activité, comme il se dit. Le 14 mai 1953, il fait son service militaire et revient dans ses foyers en septembre 1954. Il est rappelé le 1er mai 1956 comme sous-lieutenant. Il est embarqué à Marseille et le 16 mai 1956 sur l'Athos 2. Il débarque à Alger le 18 mai et il arrive en Kabylie le 19 août. Le 24 juin, avec un ordre de mission de son capitaine de son unité, il part de Ticobaïne, le camp où il est, avec son groupe pour Tizir-sur-Mer, pour une promenade et une baignade. Au retour, la Jeep tombe dans une embuscade, il descend le premier, il est touché par une balle à l'aine, et il va décéder sur la route de Boudjina, à quelques kilomètres du camp. Donc cet événement sera une déflagration qui bouleversera toute la famille. Donc Geneviève, sa mère, ne voulait pas que son fils parte pour cette guerre. Elle avait déjà connu le départ de son mari lors de la Deuxième Guerre mondiale, restant seul avec ses 2 enfants. Il avait été fait prisonnier, assigné au travail obligatoire dans une ferme allemande. Il s'était évadé, il était revenu au village, mais sur dénonciation, les Allemands étaient venus le rechercher. Donc le départ de son fils était un nouvel avatar de la guerre, une nouvelle déchirure pour elle. Avec d'autres femmes, elle s'est opposée au départ des rappelés en allant manifester en gare du Havre, se couchant sur les rails pour empêcher les trains de partir. Je vais vous parler maintenant de Denise, donc ma maman, la femme de Claude. Pendant son service militaire, elle lui écrivait chaque jour, notamment pour partager sa grossesse qu'elle pensait vivre auprès de lui. Tous les jours, elle attendait le facteur pour lire les lettres de son mari. Dans ces lettres, il lui faisait partager sa vie quotidienne, son regard sur ce pays qu'il découvrait, ses réflexions sur l'imbécilité de la guerre. Jusqu'au dimanche 26 juin 1956, où sa vie s'est écroulée avec la terrible nouvelle: Claude a été tué en Algérie. Effondrée mais entourée de sa famille, elle s'est accrochée à la vie jusqu'à ma naissance, quelques mois plus tard. Pour moi, m'a-t-elle toujours dit. En précisant un jour, si tu n'avais pas été là dans mon ventre, je me serais mise dans la citerne. Et j'ai retrouvé dans les lectures des lettres qu'il envoyait quotidiennement à maman son esprit libre, généreux, ironique, mais aussi optimiste. Mais mon enfance et ma vie d'adulte, je les ai vécues sans me questionner vraiment sur l'impact de cet événement. Il surgissait ponctuellement. Mais en 2018, j'ai écouté une émission de Daniel Mermet, une rediffusion, où les membres créateurs de la 4ACG parlaient de leur vécu et de leur démarche. J'ai retrouvé dans leur discours la même philosophie, l'humanité qui a toujours régné dans ma famille. Mais les rencontres avec les membres de la 4ACG Normandie en 2019 et les divers échanges m'ont donné envie de me replonger dans cette correspondance. Les communications non verbales de la guerre à travers les femmes sont là. Même si le sujet de la guerre d'Algérie n'a été que peu élaboré, peu discuté dans ma famille, il a toujours été présent et sous-jacent. Et peut-être plus ressenti, plus transmis,
pour moi en tant que femme que pour mon frère. Les femmes, ou au moins dans ma famille, sont le vecteur de la transmission transgénérationnelle des traumatismes psychiques liés à la guerre d'Algérie. Mais à travers les générations, la transmission persiste, mais s'adoucit. Ma fille, donc Ninon, arrière-petite-fille d'un déporté, héritage de 4e ou 5e génération, ressent les choses avec plus de distance. Elle parle facilement et avec plus de détachement du mari de grand mamie. Alors que pour moi, ce sujet a toujours été tabou, sûrement par la crainte de faire ressortir les sentiments liés à ce sujet et d'avoir à les dévoiler, à les exprimer. Même aujourd'hui, parler de ce sujet est toujours difficile. J'avais 4 ans lorsque la guerre a démarré, en 1954, et 12 ans à l'indépendance. La guerre, pour moi, n'avait pas de sens en fait. Je suis issue d'une famille très aisée, donc j'étais à l'école, française bien sûr. J'ai même été à la doctrine chrétienne pour vous dire. J'étais amie avec des Françaises, avec des Juifs, etc. Dans le voisinage immédiat, pareil, etc. Donc on était absolument... bon, je ne la sentais pas la guerre, je ne la voyais pas. Ça se passait dans les djebels, ça ne se passait pas dans la ville. Cette guerre s'est matérialisée donc pour moi à partir du moment où ils ont commencé à rechercher mon père. Je ne comprenais pas pourquoi, en fait. Il était recherché partout. Et ça n'est que bien après que j'ai compris, une fois qu'il a été emprisonné, que j'ai compris que dans la ferme à Méziane où nous habitions, mon père était un agent de liaison en fait. Donc, il recevait des moudjahidines, donc les fameux félagas, il les recevait dans la ferme. La ferme, c'était une espèce de domaine, en partie agricole, mais situé un peu dans la ville de Constantine, pas très loin. Et il le recevait, donc, ces moudjahidines, pour leur repos, la femme de son gestionnaire de biens, qui s'occupait de ces moudjahidines, qui leur faisait à manger, qui leur lavait leurs vêtements, qui cousait des drapeaux qu'elle mettait dans les matelas. Il servait de transit aussi pour les médicaments qui arrivaient là et qui étaient envoyés après dans les djebels, de même que l'argent récolté, les cotisations du FLN qui partaient. Tout cela était complètement ignoré de nous autres, les enfants, on est 4, et de ma mère. Ma mère était tenue complètement au secret parce que mon père avait peur d'elle. Elle était un peu bavarde, donc elle aurait pu en parler, etc. et ça pouvait porter préjudice. Donc, chaque fois que les moudjahidines venaient dans la ferme, en fait, lui, il l'envoyait chez ses parents en ville. Elle et les enfants, enfin, nous, on n'a pas vu. Tout ça, on n'a pas vu. On allait chez nos grands-parents en ville, c'était sympa, quoi, voilà. C'est tout, on ne cherchait pas plus. Et à partir du moment où ils ont commencé à le rechercher, et ils l'ont finalement trouvé, et ils ont réquisitionné la ferme, c'est-à-dire que notre ferme, qui était notre domaine, est devenue un centre d'emprisonnement et de torture systématique. Seul écrit sur cette ferme à Méziane, c'est Jean-Luc Einaudi. Jean-Luc Einaudi a réussi à faire parler mon père. Mon père le raconte un peu dans le livre de Jean-Luc Einaudi. Il disait, je voyais des camions partir, parce que lui, il était emprisonné avec tout le monde. Il voyait des camions partir avec des gens et revenir vides. Parce qu'en face de la ferme à Méziane, il y avait une colline qui s'appelait le Chétaba, et c'est là-bas, la corvée du bois, c'est là-bas que ça se passait. Les gens ne revenaient pas. Voilà. Et donc lui a été emprisonné à la ferme à Méziane, dans sa ferme. Il a été torturé. Il a été mis dans la niche de son chien. Il mangeait dans une gamelle. Et tous les officiers qui étaient là-bas se faisaient un plaisir fou de dire « Regardez, ça c'est le propriétaire de ce domaine. Regardez ce qu'on en fait. » Voilà. Alors qu'à nous, il ne nous a jamais, absolument jamais rien dit. Nous avons appris les tortures qu'a subi mon père en lisant le livre de Jean-Luc Einaudi. Il ne nous en a jamais parlé. Alors que, par contre, quand il est sorti de prison, il a été emprisonné 2 fois. Quand il est sorti, il avait une baisse de la vision et il n'entendait pas d'une oreille parce que c'était, bon, vous savez, toutes les tortures par l'électricité,
assisté par il ne doit sa libération qu'à l'intervention de sa sœur, sa demi-sœur en fait. Elle a été, donc ma tante, elle a été parmi les femmes à qui on a demandé d'enlever le voile. C'est Salan lui-même qui a demandé à ce qu'on lui donne comme ultimatum: ou tu fais ça, donc tu enlèves le voile en pleine place de la Brèche, qui était la place principale de Constantine, ou on ne libère pas ton frère, alors qu'elle n'a jamais porté le voile. C'était voilà. Donc elle l'a fait pour son frère, pour qu'il soit libéré. Je disais qu'on était un petit peu tiraillés parce qu'à l'école, on était français sans être français. Mon grand-père avait une tenue magnifique, avec un espèce de turban de la soie, avec un pantalon large, avec un burnous, etc. Et en fait, mes grands-parents n'étaient pas les Gaulois, mais bon, à l'école, c'était les Gaulois. Donc voilà, et il fallait qu'on raconte notre Noël, notre fête, je ne sais pas de quoi, de Pâques, etc. Nous, c'était pas ça du tout. Hein, nous, c'était le Ramadan, c'était l'Aïd, etc. Je voudrais quand même parler des femmes algériennes pendant la guerre de libération. C'est pas ma femme directe, mais c'est les femmes algériennes. Je suis persuadée que la guerre de libération a réussi grâce aux femmes algériennes. Parce qu'en dehors des grandes militantes connues à l'échelle internationale, Boupacha, Louise Iralis, etc., il y a des milliers de femmes qui, notamment dans les campagnes, ont été des lieux de refuge. Elles donnaient ce qu'elles avaient à manger aux Moudjahidines qui venaient se réfugier. Elles les protégeaient, elles leur donnaient à manger, elles lavaient leurs vêtements, elles les soignaient, etc. Et là, je ne parle pas des maquisards, hein, des femmes vraiment qui ont pris des armes et qui ont été dans le djihad et qui ont travaillé avec les Moudjahidines. Et malheureusement, à l'indépendance, on a dit à toutes ces femmes: retournez dans votre cuisine, et puis voilà, on ne veut plus entendre parler de vous, alors qu'elles ont porté à bout de bras. Et je dois dire qu'aujourd'hui, si l'Algérie tient debout, c'est notamment à cause des femmes algériennes, qui sont d'une résilience et d'un courage absolument exemplaire. J'ai été sensibilisée aux réalités coloniales grâce à l'enseignement que j'ai reçu quand j'étais donc encore au collège. J'ai surtout été très sensible à la lecture du livre de Robert Barra, Justice pour le Maroc. Je lisais aussi la presse et en particulier, Témoignages chrétiens et l'Humanité. Je suis partie au Maroc après avoir passé mon bac, et c'est là que j'ai vraiment découvert ce qu'était le colonialisme. En 1956, je rentre à Belfort, j'ai obtenu un poste de maîtresse d'internat que j'ai exercé dans une ville de Franche-Comté qui s'appelle Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône. Et en même temps, je me suis inscrite à la faculté des lettres de Besançon, où j'ai surtout été militante, où j'ai assisté à beaucoup de réunions, et j'ai rencontré un petit groupe d'étudiants, on disait les étudiants d'outre-mer, ils étaient très peu nombreux, il y avait quelques Tunisiens, quelques Algériens, pas de Marocains. J'avais proposé, dans la mesure de mes moyens, de rendre service. Enfin, c'était pas précis, mais je leur disais, si je peux vous aider à quelque chose, je le ferai. Et j'ai par exemple mis en relation le représentant des étudiants algériens avec la famille Mathieu. C'est à Belfort que le pasteur Mathieu exerçait son ministère. J'avais dans mes affaires qui étaient à Besançon, dans ma chambre d'étudiante, conservé les papiers d'identité d'un militant algérien qui était le responsable du FLN pour tout le nord-est de la France, et qu'on avait, ce militant algérien, on l'avait fait partir en Suisse,
Puis il a gagné la Tunisie, mais je gardais, moi, je gardais des papiers compromettants. Et ces papiers ont été découverts par la police sans même que je sois présente. À partir de ce moment-là, mon rôle devenait quand même assez évident. Au moment où le FLN a appelé les étudiants à se mettre en grève, certains sont partis dans la clandestinité et ont milité. L'un d'entre eux, d'ailleurs, que j'ai bien connu, a été tué du côté de Charleville assez rapidement. Et l'étudiant qui était lui parti à Genève pour être tranquille, parce qu'il n'était pas du tout ni courageux ni politiquement engagé, il était revenu à Besançon et sachant qu'il allait repartir à Genève, je lui avais remis une petite lettre tout à fait anodine qui était destinée à être remise aux militants FLN que nous avions fait partir peu de temps auparavant et qui étaient encore à Genève avant de partir en Tunisie. Sur ce petit billet qui n'était pas signé, j'avais juste terminé par mon initiale, F, mais ça ne contenait absolument rien de compromettant. Simplement, Ben Abdelrahman, c'est le nom de celui qui était le porteur de ce papier, il a été interpellé par la police à Besançon. Je sais aussi qu'il était plutôt peureux. Il a dit facilement qui était ce F. À partir de ce moment-là, les papiers qui étaient dans ma chambre d'étudiante à Besançon et cette reconnaissance de Ben Abderrahman, il était évident que j'allais avoir la visite de la police. J'étais à ce moment-là chez mes parents à Belfort. Quand ils ont sonné, j'étais en train, moi, de taper à la machine une attestation pour le FLN, dont j'avais le tampon. J'ai aussi entendu, quand j'ai entendu la sonnerie de la porte et que j'ai entendu des voix masculines, j'ai vite enfilé la machine à écrire sous mon lit, avec le papier qui était dessus, enfin voilà. Et je suis descendue, parce que je ne voulais surtout pas qu'ils viennent me chercher là où j'étais. On m'a embarqué à Besançon, dans une voiture banalisée. J'ai été très choquée parce que tout de suite, l'un d'entre eux a fait des allusions cochonnes, enfin bon. Et pendant cet interrogatoire qui s'est poursuivi pendant toute la nuit, où j'ai pas été vraiment très malmenée, on m'a giflé, on m'a tapé la tête contre le mur, ça je sais parce que j'avais quand même une grosse bosse sur la tête. Et les gifles, le policier qui m'a giflé m'a dit « Si j'étais ton père... » Voilà ce que je ferais. Ils m'ont dit si ça va pas, dans peu de temps, on te met dans un avion et tu verras si les paras ne sauront pas te faire parler. Ouf. Là, je ne peux pas vous dire à quel point physiquement j'ai eu mal au ventre. À partir de ce moment-là, ma pensée c'était comment on fait pour sauter d'un avion. Parce que je ne veux pas arriver entière chez les parents. Mais pendant ce temps, les étudiants de Besançon, je faisais partie de l'Association générale des étudiants, et très vite ils se sont mobilisés. Et la mobilisation a fait que le délai de garde à vue terminé, la police a été obligée de me remettre au juge d'instruction. Et là c'était la félicité, parce que le juge d'instruction m'a donc inculpé. On m'a emmené à la prison de la Butte, c'est le nom de la prison de Besançon.
Et j'étais sale, j'étais fatiguée, ouais, j'avais pas dormi depuis un moment. Sale, parce que les locaux de la police, là, où on met de temps en temps les gens en attente, c'est crasseux, mais collant, c'est vraiment dégoûtant. Enfin, c'était, hein, je ne sais pas comment c'est maintenant. Et quand je suis arrivée à la prison, et puis c'était au mois de décembre, il faisait froid. J'ai dit à la gardienne qui est venue me chercher, je lui ai dit, est-ce qu'on peut se laver? Alors elle m'a dit, oui, oui. Est-ce que c'est chaud? Elle m'a dit, oui. Ah, je vais être bien. Et elle m'a dit après, jamais je n'ai emmené en cellule une prisonnière qui disait, qu'est-ce que je vais être bien? Et là, j'ai passé, donc, il y a eu l'instruction, le procès a eu lieu, j'ai été condamnée à 3 ans de prison en 58. Ben, j'ai continué mes études en prison. Moi, je vous ai parlé de ce qui s'est passé pour moi de 57 à 59, puisque je suis libérée en 59. Et mon frère, lui, qui avait 2 ans de moins que moi, n'avait toujours pas fait son service militaire. Il a été recruté dans le 6e bataillon de chasseurs alpins. Et il est parti en Grande Kabylie. Il a passé donc 1 an en Grande Kabylie avant d'être tué. Et bien sûr que c'est là aussi tout le drame de ma famille. Je travaille avec des enfants, des adultes, qui sont descendants de martyrs, comme on les appelle chez nous. Alors, le drame pour certains, c'est surtout pour les disparus dont le corps n'a pas été retrouvé, donc n'a pu être enterré selon les rituels. Et pour ces familles, le deuil n'a pu se faire, et c'est toujours très pénible de les faire parler de ces disparus. Alors pour certains, pour d'autres, bien sûr, il y a la tombe souvent est connue, même si en Algérie, on a beaucoup de ces carnets de martyrs, de les laisser anonymes, c'est-à-dire il y a très peu de tombes qui sont identifiées. On peut savoir c'est monsieur tel ou madame tel. Bref. Évidemment, il y a énormément de souffrances similaires à la vôtre. D'abord parce que certains n'ont pas connu justement leur père. Les photos sont inexistantes, surtout à la campagne, et donc difficile de mettre un visage sur ces disparus. Ça, c'est vraiment un problème assez énorme. Alors, l'autre problème, c'est, bien entendu, une immense peur qui est ressentie par ces gens qui ont mon âge, qui ont souvent 60, 70, 75, 76 ans, et qui ont enregistré une peur absolument terrible en se rappelant justement les moments d'intervention de la troupe dans leur domicile, dans les fouilles, dans le saccage des maisons, et souvent aussi la peur enregistrée devant les tortures qui ont été faites souvent devant eux, et en particulier pour les femmes. Et là, c'est vraiment des moments très difficiles à vivre avec ces témoins. Autre problème, ce sont les bouleversements de ces familles qui, du jour au lendemain, surtout pour les femmes, en l'absence des hommes, ont dû subvenir aux besoins de leur famille. Plus personne pratiquement pour travailler la terre. Moi, je travaille surtout sur un petit village dans les hautes plaines de Constantine, et donc ce sont essentiellement des terres à blé. Donc, plus personne pour semer ni pour récolter.
Et souvent, comme seule solution, c'est de partir, de se déplacer vers les centres urbains avoisinants. Et à ce moment-là, ces familles déracinées se sont retrouvées du jour au lendemain, privées en tout cas des maigres ressources dont elles disposaient, et doivent compter soit sur les solidarités familiales quand c'est possible, sinon sur la modeste aide que généralement l'organisation du FLN fournit à ces familles. Ce qu'on appelle à Constantine ferme hamzienne, qui est synonyme de centre de torture, c'est le CRA, c'est-à-dire le centre de renseignement et d'action. Alors, il voit le jour grosso modo dans l'année 56, il n'est pas installé à ce moment-là dans la ferme, il n'est installé dans la ferme hamzienne qu'à l'arrestation du père de Hatirqa. Il est dirigé par, il faut peut-être citer un petit peu ceux qui ont dirigé ce lieu sinistre. C'est d'abord le commandant Rodier, qui assistait, selon les témoignages, souvent aux scènes de torture, et il dépend du général de la division de Constantine, le général Lanlieu, et du général du corps d'armée de Constantine, qui s'appelle, c'est le général Gouraud. Et il dispose évidemment d'une force armée, d'un commando, disons, spécialisé, qui réunit différents corps et différents services, à savoir des éléments du 27e bataillon d'infanterie, de la gendarmerie, des services civils, police de renseignements généraux, CRS, etc., et des nombreux indicateurs, cette fois-ci algériens, qui sont associés à ces services de police. Ce qu'il faut signaler, et ce peut être le lieu, c'est que l'opinion publique est alertée sur l'existence de cette ferme hamzienne au lieu de torture dont l'exemple va se multiplier à travers tout le territoire algérien, grâce aux témoignages de jeunes appelés qui ont alerté Pierre Vidal-Naquet et qui a publié dans La Raison d'État justement ce témoignage. C'est grâce à ces jeunes appelés que nous savons, enfin que l'opinion publique, en tout cas française, a pu prendre connaissance justement de l'existence de la ferme hamésienne. Alors il faut savoir aussi que c'est la période, cette période de 57-58, c'est la période aussi où, à la tête de la préfecture de Constantine, c'est le préfet Papon. Voilà. La boucle est bouclée. Alors, ce que nous savons grâce au témoignage de ces jeunes appelés, je cite, il y a 108 175 individus, dont des femmes, qui ont séjourné dans le centre, à la ferme hamzienne, d'après donc le témoignage publié par Vidal-Naquet dans Vérité et Liberté, depuis l'ouverture jusqu'à l'année 1960. Or, le centre continuera de fonctionner jusqu'à 62. Mais il faut savoir que, à la suite, disons, de l'intervention d'un certain nombre d'avocats, à la suite de l'intervention de Laurent Schwartz, il y a une grosse enquête qui est diligentée. À ce moment-là, la ferme est plus ou moins vidée, plus ou moins abandonnée, et le CRA, c'est-à-dire le centre de torture, va se déplacer dans un autre endroit de la ville, dans un vieil hippodrome abandonné, qui est encore visible à Constantine, et dans un autre quartier de la ville. Alors, nous savons aussi que les rescapés de ce centre, quand ils n'ont pas subi la corvée de bois, sont diligentés ensuite vers ce qu'on appelle les CTT, c'est-à-dire le centre de tri et de transit. Ça doit vous rappeler des choses, mais vous voyez, les terminologies ont une longue vie et réapparaissent de temps à autre au gré de la conjoncture malheureusement politique. Alors, ce centre est un peu plus loin, il est dans un lieu qu'on appelle le Hamma à Constantine, et là, on est libéré
ou déférés devant la justice, c'est-à-dire déférés devant le tribunal militaire des forces armées. Voilà. Alors aujourd'hui, on en sait un peu plus parce que nous avons le classement de ces CTT qui a, je ne sais plus quel est leur chiffre à travers toute l'Algérie. Les registres ne sont pas complets, mais nous disposons d'un certain nombre de registres, du moins pour Constantine, et donc on peut avoir des estimations des gens qui ont séjourné par les CTT. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. En Algérie, c'était un autre monde qu'on découvrait, et on avait besoin d'affection aussi, d'amour. Et puis je me rappelle la première lettre que j'ai vue d'une copine, je pleurais sur le pré de la ferme Quérel, parce que finalement j'avais besoin de ça. Et puis après, c'était le retour au camp, c'était un camp d'instruction, où finalement le camion nous emmenait dans le village, et puis on s'arrêtait au bordel. Beaucoup de gens ne parlent pas du bordel, et pourtant il se passait des choses absolument incroyables par rapport à ces femmes qui étaient payées pour ça. Et après, c'était dans les campagnes, c'était quand les femmes, on les sortait pour aller aux élections, ben on les jetait sur des camions, il y avait les viols individuels et parfois collectifs, et tout ça, les mecs, ils n'en parlent pas beaucoup. Et pourtant, j'ai vu d'autres femmes aussi, pendant la guerre, étant donné que je suis aussi, bien que j'étais sous l'armée française, j'étais un ancien moudjahid, je faisais partie de la zone 2, et je me rappelle de la sœur de Marfoud qui passait des messages à l'autre camp. Je me rappelle aussi, bien des années après, que la dame, j'étais de Constantine comme vous, je suis un militant né de la guerre d'Algérie, de Constantine, bien que je suis alsacien. Et finalement, je me rappelle de cette femme qui faisait le lien entre le FLN et l'ALN. Tout ça m'a fait comprendre, et c'est pas des paroles comme ça en l'air, que finalement les femmes sont, il faut les traiter, il faut nous traiter de part et d'autre, d'égal à égal, et on n'a pas de leçons à se donner, et que de nos diversités, on construira ce monde nouveau qu'on appelle de toutes nos forces. Par exemple, j'ai pas mais je tenais à vous dire ça vient du fond du cœur. Merci de vos témoignages respectifs. Moi, je suis très respectueux de la femme algérienne, parce que, après l'indépendance, j'ai été en Algérie et Ouaddalanuk, en coopération. Et ce sont les femmes algériennes qui ont construit cette après-guerre. Je ne parle pas du gouvernement, je parle de l'accueil. Combien de fois j'ai été accueilli dans des familles où la femme algérienne ne parlait pas français, il n'y avait que le gars qui parlait. Mais rien que le sourire, rien que la disponibilité faisait que ces femmes étaient extraordinaires. On a pu faire en Algérie avec la 4ACG, on a visité au stand à Oran qu'à Alger plusieurs mouvements féministes. Et à chaque fois, on sentait, c'est pas vieux, ça remonte à quelques années, on sentait une mobilisation des femmes. C'était avant le Hirak. On sentait une mobilisation des femmes qui tenaient à dire combien la femme avait été importante, non seulement pendant la guerre, mais aussi après. Et c'est un petit peu là-dessus que je pensais, notamment Hatika, qui a vécu cette période-là, je pensais qu'il y aurait un accent plus fort mis là-dessus. Et donc c'est la question, sans parler évidemment du rôle des femmes, formidable rôle pendant le Hirak. Pardon. Je crois qu'en ce qui concerne la ferme Améziane et la Villa Césigny à Alger, je pense qu'on en parle un petit peu trop. Enfin, je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'il me semble que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Hein. C'est-à-dire que moi, une fois, j'étais chauffeur de Jeep au CRA,
j'ai emmené effectivement un prisonnier à la ferme à Méziane, mais en règle générale, les tortures commençaient des fois sur le terrain, hein, directement, c'est-à-dire sur la zone de combat, et ensuite, par exemple, à Batna où j'étais, il y avait 2 centres de torture, les DOP, hein, dispositifs opérationnels de protection, et les CRA. Moi, j'ai été au CRA très très peu de temps, certainement au mois de juillet ou août 1960. Donc, il y avait toute une charge. Les gens pouvaient être torturés donc par ces gens qui étaient des spécialistes, mais aussi les officiers de renseignement de chaque régiment pouvaient aussi torturer. C'est-à-dire, avant d'arriver à la ferme à Méziane, je ne veux pas minimiser ce qui s'est passé là-bas, bien sûr. Hein. Les gens donc passaient de centre de torture en centre de torture. Et lorsqu'ils étaient à la ferme à Méziane, c'était un peu comme un camp de concentration, en quelque sorte. C'est-à-dire que des fois, ils n'étaient plus torturés, et puis de temps en temps, on revenait chercher pour essayer de passer à la question. Voilà. Alors, ce que je veux aussi, merci d'avoir parlé des appelés qui ont témoigné, je suis un de ceux-là. Hein. Et puis, je voudrais dire que si nous sommes là, je voudrais parler de 2 femmes, hein, et c'est peut-être un peu grâce à elles que la guerre d'Algérie est revenue sur le tapis. Il s'agit de Florence Baucher et puis de Louisette Gidaris. Voilà. C'est grâce à elle que l'on a pu en reparler, parce que pendant des décennies, on parlait peu de la guerre d'Algérie, si ce n'est effectivement quand ce connard de Le Pen portait plainte contre Rocard ou contre Vidal-Naquet. Hein, et là, on a pu en reparler parce que, et moi, je suis sorti de l'ombre à ce moment-là, parce que Vidal-Naquet et Madeleine Robert-Riou sont beaucoup insisté pour que je témoigne. Voilà, merci. Gisèle Halimi a été candidate pour entrer au Panthéon. Et ça n'a pas. Voilà, vous connaissez les raisons aussi. Et sachez qu'en France, mais même en Algérie, il y a une mobilisation très forte des mouvements féministes universalistes, je précise aussi, dont je fais partie, qui font un travail, une mobilisation importante pour rendre justement à l'honneur Gisèle Halimi dans les actions qu'elle a engagées pendant la guerre d'Algérie et qui continue à se mobiliser pour que Gisèle Halimi rentre au Panthéon. Voilà, je tenais à le dire. Moi, je voudrais répondre à Jacques parce que mon intervention ici était sur les femmes et la guerre d'Algérie. Bien sûr, ça ne portait pas sur la lutte des femmes depuis l'indépendance, et je sais s'il y a à dire là-dessus. Ça ferait l'objet d'un colloque entier, quoi. Un colloque entier, parce que, et pas que le Hirak, mais bien avant, dès 62, les femmes ont toujours, mais c'est clair et net, je pense que les gens devraient en être conscients, hein, que moi je dis aujourd'hui, si l'Algérie tient debout, c'est grâce aux femmes algériennes. Parce que c'est tout simplement. Voilà. Je voulais dire aussi merci à une autre personne qui se reconnaîtra dans mes paroles, parce que grâce à elle, nous avons un onglet dans le site de la 4ACG et qui est consacré aux femmes. Je voudrais dire que grâce à elle, nous avons eu un merveilleux festival de femmes cinéastes algériennes et que grâce à elle encore, on a une AG de la 4ACG sur les femmes et la guerre d'Algérie et pas que. Et pas que. Parce que ici, c'est vraiment merveilleux. Je voudrais vraiment la remercier ici et remercier toutes les femmes qui sont venues de là. Et moi, j'étais à Alger en 63 jusqu'en 70 et j'aime te redire que des femmes courageuses, j'en ai connu. Combien ont été violées, se sont cachées et tout ça.
Et c'est vrai que c'est un sujet qui n'a pas été abordé ici. On a quand même abordé le fait qu'il y avait des femmes qui étaient vouées au viol régulier puisqu'elles étaient prostituées. Et on a parlé tout à l'heure de ces bagnes de femmes. Eh bien, je pense qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé. Bon, il se trouve que j'étais présent au procès de Francine le 7 mars 1958 et Francine est extrêmement modeste. C'était un grand procès parce que c'était la première fois que les Français métropolitains étaient impliqués directement dans une aide au FNL. Alors, dans la région où nous habitons, ça a fait un très grand bruit, mais la presse nationale était très présente. Et j'aimerais vous dire, lire les quelques lignes du réquisitoire qu'a fait le procureur contre Francine. Je vous le lis et je terminerai par là. Malgré son jeune âge, elle a un calme de vieille troupe. Son rôle dans le FLN est beaucoup plus important qu'elle ne l'a dit. En Algérie, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne veux pas le savoir. Ce que je sais, c'est qu'ici, les moyens que la morale réprouve ne sont pas employés. Si l'AOEJ avait été pris, il n'eût été pas plus torturé que les prévenus eux-mêmes. Elle n'aurait connu la prison et le tribunal qu'à Besançon ou Belfort. Certes, il n'y a pas juridiquement, certes, il n'est pas juridiquement en état de guerre. Mais dans la métropole, des meurtres sont commis tous les jours. Là-bas, chaque jour, de nos enfants tombent. Aider ceux qui en portent la responsabilité, c'est bien trahir. Je rappelé que j'ai vécu dans mon propre village, en Kabylie, où, pendant la guerre de libération, vous avez l'avantage d'aller préparer des refuges et d'aller dans des familles pour leur dire demain vous allez accueillir 10, 15 mujahidines. Et souvent c'était des femmes, elles donnaient le meilleur de ce qu'elles avaient à la maison, elles égorgeaient une poule si elles l'avaient ou quelque chose, elles faisaient le maximum. Beaucoup de ces femmes de mon village également servaient pour la liaison. Et je voudrais aussi souligner que pendant les périodes les plus difficiles, pendant l'opération Jumelle, il n'y avait plus d'hommes, là, c'était ces femmes qui alimentaient le maquis, qui faisaient tout pour pouvoir maintenir les maquisards et les encourager. Je voudrais dire juste pour dire aussi que la femme algérienne sait de qui tenir, de Fatma Al-Ansoumat, qui a été une militante qui a défendu son pays, de Deria et bien d'autres. Et aujourd'hui, au présent, ce sont beaucoup plus les filles qui sont majoritaires et qui travaillent très bien dans les universités algériennes, mais aussi à travers beaucoup d'administrations, les femmes portent réellement le pays très haut. Et j'espère que toute la reconnaissance leur sera accordée à l'avenir et qu'on parlera différemment des femmes algériennes. Je vous remercie infiniment. دارني متت جمال في راسي كيفاش بقيت تما دارني مكر جمال في قلبي ما تهادريش ne parle pas ما تخليش اشي هكا ما تهادريش. Écoute-moi, à fleur de paume, voilà, fleur de peau de mes états, fleur de peau, couvre tout moi, fleur de peau, écoute-moi, fleur de peau, me voilà. هادري ما تهادريش سكتي ما تسكتيش
سدي عينك ما مسيت شي جاتني تقيل Fleur de peau de mes états, fleur de peau, couvre tout moi. Fleur de peau, écoute-moi. Fleur de peau, me voilà.